Bonjour Peter Ernst, merci de nous recevoir au jardin botanique de l'Université de Zurich. Bonjour Madame Vakaridis. Et on est là à côté d'un hêtre immense, un hêtre cuivré dont les feuilles sont plutôt rouges, tirent vers le rouge. Et on va s'approcher du tronc immense. Quelle circonférence il a ce tronc? Estimé autour de 5 mètres parce que l'arbre a l'âge de 140 années, pas plus, parce que c'est une monstre plante individuelle, les branches tout en bas, depuis l'eau tout en bas. C'est-à-dire qu'avec toute cette surface photovoltaïque des feuilles, cet arbre a pu croître sans aucun obstacle. Oui, c'est clair. Et puis la plante s'auto-nourrit comme ça, formidable, parce qu'en comparaison d'une forêt où il a les branches seulement tout en haut, dans les couronnes, là, l'arbre a les branches tout en bas. Et puis pour cette raison, il a plein de nourriture, plein de soleil, l'énergie soleil à stocker, à photosynthétiser. Je vous suis, il faut qu'on se faufile sous les branches justement qui sont assez basses. Est-ce que je vous laisse ouvrir la voie? Oui. Voilà, on se lance dans les plantes couvrantes. Ah, il y a des branches qui nous sautent à la figure. Elles sont bien élastiques. Elles remontent toutes seules. Là, il a comme des verrues et puis on voit bien que l'arbre est malade aussi. Là, il a des liquides qui sortent, il a les champignons qu'on voit. C'est-à-dire, ce feuillard ou bien cet hêtre, Fagus sylvatica purpurea, souffre du climat de la sécheresse. Et il est tombé malade à cause de cette sécheresse? Oui. Et puis, les feuillards, ils arrivent à un âge de 250 ans maximum. Et puis, quand ils sont stressés, ils dépérissent beaucoup plus vite. Comment on voit qu'il est stressé, cet arbre? On le voyait bien l'été passé, parce que l'hiver 19-20 était très très sec ici à Zurich. Pratiquement pas de neige, mais de la gel. Un printemps très très sec. Et puis quand les bourgeons ont commencé à s'ouvrir, débourgeonner, il a eu pas d'eau parce que le printemps était sec. L'été était aussi archi sec, comme ça c'était vraiment un grand problème. Et puis pour cette raison, la couronne de l'année passée, les feuilles étaient très très petites et puis en même temps, la couronne était transparente, on voyait bien le ciel. La plante est géniale parce qu'elle ne fait pas des grandes feuilles pour transpirer, c'est-à-dire elle fait des petites feuilles adaptées à l'eau qui est à disposition. Très bien. Est-ce qu'on voit aussi des modifications sur les espèces cultivées, sur ce qu'on peut cultiver par rapport au changement climatique? Oui, il y a plusieurs choses, mais je vous propose qu'on change le secteur du jardin, on va vers les plantes utiles. Allons-y. Peter Ernst, on est arrivé à une plate-bande où vous avez rassemblé différentes plantes qui fournissent de l'amidon, comme les pommes de terre ou le blé, et des protéines comme les haricots et le soya. Et le soya, c'est pas une plante qu'on pouvait cultiver en Suisse jusqu'à récemment. Oui, parce que c'est pas assez chaud. Mais les sélectionneurs de plantes ont trouvé des moyens de trouver des variétés qui supportent le climat frais pour recevoir des récoltes assez bien, soit pour la nourriture des bétails ou bien même pour la production de tofu. Il a du soya d'origine suisse. Mais maintenant, avec le changement de climat, le climat change vers un climat méditerranéen. Là, on voit des plantes qui apparaissent en Suisse dans le sillage du changement climatique. Est-ce qu'il y a d'autres cultures qui, au contraire, ont du mal à survivre? Oui, comme par exemple les betteraves à sucre. Ça, c'est aussi quelque chose qui ne supporte plus le chaud qu'on a actuellement. Vous en avez ici? Oui, on va aller voir. Ah oui, on arrive au bord d'une autre plate-bande avec les feuilles typiques de betterave. Ce genre de culture, on va avoir du mal à la faire en Suisse?
Oui, je pense que les betteraves à sucre vont avoir un grand problème, surtout à cause du manque de l'eau pendant l'été. Là, il y a des gens qui parlent déjà de cultiver les cannes à sucre. Comme aux Caraïbes? Pas chez nous en Suisse, mais dans la plaine de Pau. Ouais. On part vraiment vers un climat méditerranéen. Comment réagissent les plantes méditerranéennes que vous avez dans ce jardin? On doit plus besoin les protéger pendant l'hiver. Oui, j'aimerais bien vous montrer quelques-unes si vous voulez. Merci, on y va. Nous voilà maintenant au sommet de la petite colline qui est dans le jardin botanique de l'Université de Zurich. Il y a des papillons qui butinent les dernières fleurs de la saison. Et face à nous, en bas sur le flanc de cette colline, on se croirait vraiment dans les Baléares. Je me souviens bien quand je commençais il y a 27 ans ici à Zurich, on protégeait la terre bien avec des feuilles, la tourbe, la paille pour éviter que le gel rentre trop profond dans la terre. Et puis c'était pour le laurier sauce comme ça, pour la chêne liège, la même chose. Peter Hens, comment vous avez vécu ce changement climatique? Vous qui êtes au contact de l'écosystème, de la flore depuis des décennies, qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous ressentez ces changements? Quand les résultats de recherche ont sorti les dernières 5 ans, les résultats plus concrets, je me commence à réfléchir qu'est-ce que mon papa a semé dans notre jardin potager. C'était les tomates, c'était les zucchini, ça c'était le maximum des légumes du potager. Tout ce qu'on a aujourd'hui, soit le soya, soit les piments, des trucs comme ça, ou bien le sésame, ou bien le coriandre, des trucs comme ça. On ne pensait pas de les cultiver. Et puis maintenant, vers la fin de ma carrière professionnelle ici, je commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait au début de ma carrière, il y a 27, 28 ans, et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le réchauffement du climat maintenant, ça fait des pensées assez sévères. Ça fait réfléchir. Ça fait bien réfléchir. Ouais.